Moi, la situation est un peu particulière. Je me retrouve depuis des années, faute d'une intervention des autorités, justice et police adéquates, je me retrouve en hébergement depuis 17 ans. Euh, et je me suis mobilisé, désigné comme malade mental par les autorités déficientes. J'ai rejoint Advocacy et petit à petit, euh, je me suis fait reconnaître le droit de suivre mes propres convictions sur l'utilité qu'il y a à débattre avec les partenaires. Et euh, j'ai commencé à débattre euh, au sein de, avec les grandes associations, au sein de la Fédération des acteurs de solidarité, avec les grandes associations Emmaüs, Secours catholique, Armée du Salut, la Chorba et j'en passe. Euh, et également avec les associations membres de l'UNIOPS, qui est la fédération, une des deux fédérations des établissements sans but lucratif, sociaux, médico-sociaux, de santé. Et je vois que au sein de ces associations, il y a pour moi un débat de plus en plus dur et ils ont préparé, en proposant qu'on apporte des amendements, une lettre au gouvernement qui prend position d'une façon qui est radicalement opposée à ce que nous défendons au sein d'Advocacy depuis des années. En effet, pour nous, mon résumé d'Advocacy, c'est une idée qui a été très débattue au IVe siècle, euh, au, au cours des débats entre évêques, qui est, pour eux, ça se disait que tous les hommes, tout homme est un enfant de Dieu. Personne n'a autorité pour priver un autre de son libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est un apprentissage. Moi, ce que je revendique, c'est le droit pour tous de continuer son apprentissage du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est non pas une décision à l'instant T sur ce qu'on fait à l'instant T, c'est la construction d'un comportement, comme l'expliquait Aristote, comme ça a été repris tardivement, d'abord par Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila après l'Inquisition, sur cette façon de décider de faire brûler les gens pour qu'ils rejoignent le ciel. C'est que chacun ne peut construire son libre arbitre que s'il a la possibilité de l'exercer. Et le propos, la tendance actuelle, suite à l'invalidation de l'article de la loi sur la modernisation du système de santé concernant l'isolement et la contrainte, ces associations ont tendance à dire que, à l'occasion du Covid,
beaucoup de tensions, de décompensation ont été constatées de la part des personnes SDF, hébergées, ayant des problèmes de santé mentale ou d'addiction, et que donc, il faut médicamenter tout le monde au maximum. Surtout ces gens-là. Et il est évident que les populations, comme ils disent, parmi la population, les populations les plus impactées par les difficultés consécutives aux restrictions de liberté à l'occasion du Covid, sont celles qui sont déjà habituellement défavorisées au niveau de ces libertés et au niveau de l'apprentissage, l'auto-apprentissage collectif de leur libre arbitre. Il y a une chose qui nous a pourri la vie, et un universitaire qui se voulait philosophe et linguiste, qui a été le directeur de thèse de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, malheureusement, n'a pas pu faire nommer beaucoup de maîtres assistants parce qu'il est mort trop jeune. Et cet universitaire qui on lui avait attribué une chaire d'histoire de la langue française, et il s'était dépêché d'inscrire sur une porte du couloir « Laboratoire de linguistique », et au philologue universitaire, il répondait, qui voulait participer au gâteau, il répondait « Venez voir, on est en train d'étudier l'apprentissage du langage par les enfants autistes. » Ça, en 1900. Il avait eu sa chaire en 1899. Et il a été chargé de la réforme de la grammaire. Il a été chargé de coordonner les inspecteurs de l'enseignement primaire qui avaient enseigné une conception de la grammaire radicalement opposée à celle enseignée à l'université ou dans le secondaire. Et quand il a remis son rapport, il a dit « c'est moins complet que ce que nous prévoyions, que ce que nous voulions faire. Ça a été difficile, mais c'est très bien que ce soit moins complet, parce que si ça avait été plus complet, ça aurait encouragé les partisans de la grammaire générale et du structuralisme. Il savait déjà que nos communications ne sont qu'une question d'anthropologie, que, contrairement aux salades coécrites par Benveniste et Chomsky, il n'y a pas d'inné, il n'y a pas de biologique dans ce qui est communication et psychologie, que c'est une construction, une représentation de notre rapport avec le réel, une représentation coécrite collectivement. Et si on interdit à quelqu'un de contribuer à introduire dans la représentation collective, sociale, puis dite sociale, puis par d'autres parallèlement dite psychosociologie, on met cette personne en exclusion. On met cette personne dans l'impuissance de montrer ce qui l'atteint directement. Et ça veut dire qu'on refuse de tenir compte de ce qu'elle subit. Et
c'est totalement déstabilisant. Le Piaget, Piaget, il y a 100 ans, parlait de l'attention conjointe. Et retenons bien une chose de l'attention conjointe, comme le déficit de l'attention conjointe, le point commun, c'est que le déficit aussi, il est conjoint. Bernard, alors... Merci pour cet exposé très riche. Je me permets de vous demander juste de remettre votre masque jusque sur le nez, parce que les règles sont très, très strictes ici, à la Cité des Sciences. Je voudrais vous relancer sur cette notion de droit irréductible, parce que vous m'aviez dit que la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, et notamment l'article 12 qui précise la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, est finalement quasiment pas respecté. C'est un vrai problème. C'est ouvertement contredit par le rapport de la France, remis avec 7 ans de retard, sur l'application en France de la Convention sur les droits des personnes handicapées, quand il réclame le droit pour la France de faire citoyennement participer les personnes hors d'état de consentir au progrès de la science, en étant utilisés comme cobayes pour des expériences. Voilà le niveau auquel nos grands diplômés des sciences politiques ou de l'administration réclament. Et ça va dans le sens d'une revendication où ils ont trouvé des alliés ailleurs en Europe, de demande d'un protocole additif à la Convention européenne de bioéthique, où ils demandent purement et simplement aux pays européens, où cette convention de bioéthique demanderait aux pays européens d'instituer des lois prenant radicalement le contre-pied des conventions de l'ONU concernant ces droits des personnes handicapées. C'est tout à fait la question sur le fait que cette nécessité d'une attention conjointe, comment peut-elle exister entre un médecin et un patient hospitalisé si le patient hospitalisé, avant de rencontrer le médecin, est immobilisé médicamenteusement d'une façon qui l'empêche de construire une phrase sujet, verbe, complément. Il y a vraiment un énorme problème sur l'utilisation de la psychiatrie suivant une de ses définitions anciennes qui est la police des aliénés. Il faudrait ramener la psychiatrie aux règles de la médecine et non pas aux règles du ministère de l'Intérieur. N'oublions pas que les hôpitaux psychiatriques sont bénéficiaires d'un droit qui n'est attribué par ailleurs qu'au ministère de l'Intérieur. C'est les seuls vrais fonctionnaires d'État dont les traitements et les retraites seront maintenus, quelles que soient les dévaluations, les catastrophes qu'il puisse y avoir. C'est un rôle de contrainte sociale donnée à la psychiatrie, et quand on a plus de 30%, je dirais plus de 20% d'hébergés
sous psychiatrisation lourde dans les hébergements d'urgence. Faut-il encore augmenter cela? Faut-il traiter le chômage par des médicaments psychiatriques? C'est vraiment le problème actuel. Et c'est vraiment, faut-il laisser les décisions à des gens... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu votre micro? Merci. Faut-il laisser les décisions à des experts n'ayant jamais rencontré que les murs de leur bureau ou de leur laboratoire? Et faut-il faire taire les médecins praticiens, le dialogue avec leurs patients, le dialogue entre les praticiens et les conseillers du ministre? Vraiment, il y a un problème. C'est vraiment toute une analyse de... Il y a des gens qui pensent pour les autres sans rencontrer les autres. On revient au problème, l'égale dignité, le fait que la connaissance collective ne vient que la représentation collective du réel n'est issue collective, plutôt sociale, parce que ce n'est pas toute la collectivité d'un groupe, c'est des groupes, ne vient que du débat entre les gens qui perçoivent les choses depuis des places différentes, qui ne parlent pas du même endroit, et qui confrontent leurs représentations et les font évoluer. S'il n'y a pas ce débat, s'il n'y a pas ces mises en tension, il n'y a aucun progrès. Bon, les réflexions d'éthique d'Aristote ne sont pas jetées à la poubelle, même si un médecin élu député a dit qu'on les emmerdait à leur parler d'éthique en fac de médecine, que c'était complètement périmé. Je suis désolé, c'est pas périmé. Tenir compte de la capacité d'être en rapport avec le réel du reste de la population, il faudrait que ça cesse d'être périmé. Merci beaucoup Bernard.